L'histoire de ce projet. Je crois que c'est une histoire qui est assez complexe. Nous sommes peut-être dans la 3e étape de cette histoire. Je voudrais la rappeler telle que je l'aperçois. Donc, effectivement, un projet de l'œuvre Notre-Dame du Haut pour accueillir autrement le public. Et c'est vrai que les conditions d'accueil actuelles sont indignes. Tout le monde en est d'accord. Un projet qui se prolonge par l'hypothèse d'une fraternité de Clarisse, ce qui pose au passage des questions. On sait quand même que la Fondation a l'expérience de la Tourette, qui a été construit comme couvent et qui a beaucoup de mal aujourd'hui à continuer à vivre comme couvent. Donc la question de la durabilité, terme à la mode, de ce programme ne peut pas ne pas être posée. Quelle est la durabilité d'une fraternité et quel peut être le destin de cette composante de programme à terme? Moi, je la pose. Un premier projet a été fait par Enzo Piano, qui a été présenté à la Fondation Le Corbusier au printemps dernier et qui a soulevé immédiatement pas mal de questions. Et ce projet, on ne le voit plus aujourd'hui. On le voit au passage. C'est un projet qui est très différent de la... On a vu les dessins qui montrent le mouvement des masses, mais c'était un projet différent dans sa philosophie, puisque je me souviens que la présentation que Renzo en faisait était une présentation dans laquelle la composante boisée était a priori très importante. Donc c'est un projet qui a été présenté à un moment où il y avait, je dirais, une double carence symétrique, et là la Fondation Le Corbusier n'est pas régie par le centralisme démocratique, donc je m'exprime en mon nom propre. D'une part, l'équipe de Renzo n'avait pas fait d'études détaillées sur le paysage. Il y avait une étude phytosanitaire intéressante, mais il n'y avait pas d'études sur le paysage. Et d'autre part, la Fondation Le Corbusier n'avait pas fait d'études, mais elle était saisie un peu au dépourvu par un projet qui existait déjà depuis un an, qui avait été lancé un an auparavant, n'avait pas fait d'études sur le site et n'avait pas très clairement à l'idée la manière dont Le Corbusier avait travaillé sur ce site, l'avait perçu et avait, au travers de très nombreux courriers, près de 500 documents, continué à veiller sur ce site après sa construction. L'excellent livre de Daniel Poli, qui est ici ce soir, sur la construction de la chapelle, est un livre qui restait un peu nébuleux pour beaucoup de raisons, à l'ancrage de la chapelle dans son lieu. Donc je crois qu'il y a eu c'est à ce moment-là que les problèmes se sont posés, c'est que la Fondation a réagi devant un projet qui semblait ne pas être fondé sur une analyse du paysage, qui n'appartient pas. La Fondation n'est pas un bureau d'études qui aurait sous le coude des travaux historiques ou qui aurait les moyens de les faire pour répondre à telle ou telle situation. Alors aujourd'hui, la situation a changé à partir d'une deuxième phase, qui était une phase juridique, un dépôt de permis de construire, qui est passé devant la Commission supérieure des monuments historiques, section à bord, qui a été adoptée à l'unanimité, avec une majorité contre l'avis apparemment ou l'abstention de tous les historiens présents, ce qui est intéressant. Et ce permis existe aujourd'hui. Alors, ces données étant posées, je crois que les émotions légitimes se sont exprimées sous forme de pétitions qui n'ont pas été des pétitions institutionnelles, qui ont été des pétitions lancées par beaucoup d'architectes, d'historiens, de gens de culture attachés à ce site dans son état actuel. D'autres pensant qu'en soutenant le projet de Renzo Piano, il combattait les conservatismes, les intégrismes, je ne sais pas quels sont les termes du monde de ce soir, mais les intégristes du mouvement moderne. Donc, je crois qu'il y a eu tétanisation autour de ce projet. Alors moi, je crois, et c'est un peu le rôle personnel que j'ai joué dans tout ça, je crois que ce projet, tel qu'il avait été présenté, était susceptible de beaucoup de transformations. Et aujourd'hui, je voudrais noter un certain nombre d'éléments, en rappelant au passage quand même qu'il y a une parole de Le Corbusier sur ce site. On peut la contester, on peut faire des interprétations différentes et divergentes de ces centaines de documents. Il y a quand même des phrases qui sont très claires. Le Corbusier s'était totalement opposé à l'idée d'un lieu de séjour permanent. Je ne lirai pas tous ces textes, mais ces textes sont assez savoureux, s'opposant à l'idée que ce lieu ne soit pas un lieu de pèlerinage, devienne un lieu de séjour plus solide. Il disait
vous allez faire un caravansérail organisé, une chose épouvantable de carottes, pommes de terre, prières, draps de lit. Donc il voyait... Il disait même, vous allez quand même pas refaire Lourdes. Oui. Hein, il y a eu cette phrase. Il disait, vous voulez refaire Lourdes. Et il a donc amené le chanoine Bolreda à dire, mais non, il y aura une zone de silence, on se mettra à l'écart. Donc il y a eu un vrai débat du vivant de Le Corbusier sur ce lieu. Il y a eu un débat aussi très important, je le signale, sur les modalités de l'accès, qui sont un des thèmes que ce projet finit par prendre en compte aujourd'hui, comme Michel Corajou vient de le dire, de manière tout à fait claire. Le Corbusier écrivait « Je veux aller avec mes pieds, tant pis pour les autos, il n'en faut pas ici ». Donc, certes, il avait peut-être le souffle un peu court, mais il avait quand même une perception de ce lieu comme un lieu que l'on devait découvrir autrement. Alors, voilà donc cette parole de Le Corbusier. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Je crois qu'il y a un permis de construire qui existe. Par ailleurs, Renzo Piano et son équipe ont engagé une réflexion beaucoup plus ample, alors qui va, me semble, aller, et là je donne ma version de quelques images que l'on a vues et peut-être d'images qu'on n'a pas vues, et de ce que Michel Corajou nous dit. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que ce projet qui est contenu dans les limites parcellaires des terrains de l'œuvre Notre-Dame-du-Haut. Donc, c'est une donnée. Ce projet, pour ce qui est de la fraternité, s'est réduit s'est rapproché de la limite, s'est éloigné de la chapelle. Et c'est pas pour le moment inscrit dans un document juridique qui serait un modificatif du permis de construire, mais c'est une réalité de projet. Je constate aussi par ailleurs, et je m'en réjouis, qu'il y a une reformulation de la porterie. Déplacement, fragmentation de la porterie, et personnellement, cela va dans le sens des remarques que j'avais faites lors de la première présentation du projet, en mettant l'accent sur les contradictions entre le langage de la fraternité et le langage de la porterie, de ces grandes ailes très amples. Et puis par ailleurs, surtout, il y a une remise à plat des problèmes de l'accès. Et là, je voudrais élargir le problème, pas simplement élargir les limites de l'épure. Je pense que que cette colline est effectivement sacrée, que ce site est effectivement un grand site, et que cela suppose une réflexion dans laquelle les collectivités publiques mairies, départements, État doivent être engagées. J'ai été personnellement extraordinairement choqué par l'attitude de la DAPA et du ministère de la Culture lors de la présentation du projet le 12 juin, qui était uniquement une attitude de bétonnage autour de la décision de la commission supérieure, au lieu de considérer que ce lieu est un lieu d'intérêt public. 100 000 visiteurs par an, c'est un des grands sites, pas simplement de la religion, de l'architecture moderne, de la religion aussi. C'est un site ouvert à beaucoup de cultes et à beaucoup de pratiques personnelles qui ne sont pas, inscrites dans quelque culte que ce soit. Cela suppose un regard plus large. Et ça veut dire se poser le problème des accès depuis le village, de la configuration du village, du travail qu'évoquait Michel Corajou sur les accès par la forêt, d'un vrai travail d'analyse du site qui ne fait que commencer aujourd'hui, 2 ans après le début du projet. Donc il y a eu un retard regrettable de ce côté-là. Il y a eu un retard aussi et des difficultés d'intervention du côté de la Fondation. Je ne le nie pas, en tout cas c'est ce que je pense personnellement. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation nouvelle dans laquelle on peut sans doute envisager d'arriver à accepter une partie du projet pendant que l'autre continue à bouger et donc avancer de la sorte. Donc moi, je plaide et j'ai l'impression que c'est le sentiment dominant du conseil d'administration de la Fondation, qui est un lieu de débat animé, de débat violent, de débat très sérieux, très argumenté. La Fondation a demandé à Gilles Rago, historien d'architecture, qui avait fait un excellent rapport pour conclure au soutien au projet d'ouvrerie à Firminy, au projet de Le Corbusier / ouvrerie à Firminy. Rago a analysé les documents qui se trouvent à la Fondation. Il y en a d'autres ailleurs qu'il n'a pas pu analyser. Il livre ces documents et il conclut dans le sens d'une très grande prudence. Donc la Fondation ne signe pas ce que Rago a fait, c'est lui qui le signe, mais elle, malgré tout, elle va publier, comme contribution au débat, elle va publier ce document qui permettra à chacun de se faire une opinion. Je rappelle que les archives sont à la Villa Laroche, à la Villa Jeanneret, square du Docteur Blanche, qu'elles sont ouvertes à tout le monde,
que l'accès est gratuit et que tout le monde peut lire les textes, les lettres originales. Donc quiconque veut se faire une idée personnelle peut le faire. Et je voudrais terminer simplement en montrant bien qu'aujourd'hui, il y a une présentation du projet dans le hall avec un titre qui m'a beaucoup amusé quand je l'ai vu tout à l'heure, réhabilitation du site de Ronchamp. Donc on n'est plus dans une logique de construction d'une fraternité et d'une porterie. Réhabilitation. Alors je prends acte de ce projet de réhabilitation. On sait bien, Michel, que la réhabilitation, c'est pas sauf si on l'assimile à la restauration façon de Viollet-le-Duc, qui est la reconstitution d'un état idéal, je cite, qui aurait très bien pu ne jamais exister. On n'est pas dans cette problématique-là. On ne recherche pas un état idéal, mais on recherche une interprétation du propos de Le Corbusier. Et je voudrais terminer sur ce point, sur un point, à nouveau, élargir le propos. Quelle est la question qui est posée par ce débat? C'est la question aujourd'hui de ce qu'est, et c'est une question qui concerne aussi l'architecte et le paysagiste que vous êtes quant à la pérennité de votre œuvre. C'est la question de savoir où s'arrête la protection de la propriété intellectuelle sur les œuvres d'architecture. Est-ce que ça s'arrête au ras des murs du bâtiment? Est-ce que le rayon de protection de 500 mètres, le rayon d'examen des projets de 500 mètres est une garantie? Est-ce qu'il n'y a pas une définition plus large de l'œuvre, documentable dans le cas de Le Corbusier par tout son travail, toute la correspondance et tout le travail de l'agence, qui consiste à considérer que l'œuvre, c'est aussi, elle est aussi définie par une inscription dans un espace qui a un sens, qui a une historicité et qui a une valeur. Et je pense que ce point est très important. Et je termine en évoquant la question de l'UNESCO. La Fondation Le Corbusier a pris l'initiative d'un projet innovant dans la logique de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je salue ce soir la présence de Francesco Bandarin, qui est le directeur du Centre du patrimoine mondial et qui nous écoute. La Fondation a pris l'initiative de monter une candidature collective portée par 6 pays, je crois, pour l'inscription sur la liste du patrimoine de 22 œuvres situées dans tous ces pays, donc de la France à l'Argentine, etc. C'est une démarche nouvelle, ça n'existe pas jusqu'à présent. Il y a des réseaux d'œuvres, mais des réseaux urbains, comme Gaudi à Barcelone. Il n'y a pas de réseaux intercontinentaux. Alors c'est une démarche intéressante, et on sait que l'UNESCO est très attentive à ce qu'elle appelle dans son langage, l'intégrité et l'authenticité des œuvres, et qu'elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui peut entourer une œuvre ou un ensemble urbain et le séparer de sa périphérie qui, elle, n'est pas protégée. Et je crois qu'il serait faux de concevoir que c'est en mètres que ce qui s'appelle poétiquement zone tampon, dans ce cas, se mesure. Cette zone tampon, elle ne se mesure pas en mètres, elle se mesure en termes qualitatifs d'interprétation du paysage et d'authenticité et d'intégrité du paysage. Donc je ne pense pas que ce critère soit absolument premier dans ce débat, mais c'est un critère intéressant. Merci Jean-Louis Cohen.